mu barkanmu da yau. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en... Ouverture ce matin des travaux d'un atelier dit d'information et de sensibilisation des partenaires du projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC. Il s'agit de discuter et échanger sur les maladies pratiques pour la mise en œuvre du PRODEC. Depuis ce matin, des assises de la 12e session ordinaire du Conseil supérieur de la communication depuis son installation en avril 2013. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de ces travaux. Les précisions dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information. Le Bureau Information Réclamation lutte contre la corruption et le trafic d'influence, plus connu sous le nom de la ligne verte, a animé ce matin une conférence de presse. À l'ordre du jour de celle-ci, la restitution du rapport général du mois d'avril 2014. Écoutons à ce sujet un extrait de cette conférence de presse avec El Hadji Idi Abdou. Il est rapporteur général de la ligne verte. Les plaintes qui font l'objet d'information, il y a 14. Les plaintes qui font l'objet d'investigation, 21. Les plaintes qui font l'objet de classement, 7. Les recommandations, 3. Le renvoi à la Halcia, 10. Voilà sur les 55 plaintes qui ont examinées par le bureau, les suites qui ont été données. Maintenant, nous avons 21 plaintes qui font l'objet d'investigation. Et du 13 au 22 janvier 2014, le bureau a mené des investigations sur les terrains. Ces investigations ont concerné toutes les régions du Niger. Les plaintes faisant l'objet d'investigations sont réparties comme suit. Niamey a 6 plaintes qui font l'objet d'investigation. La région de Tillabéri a 2. La région d'Agadez a 1 plainte. La région de Dosso a 1 plainte. La région de Difa a 1 plainte, la région de Tawa a 6 plaintes, la région de Maradi a 2 plaintes, la région de Zender a 2 plaintes, ce qui fait les 21 plaintes qui font l'objet d'investigation. Et du 7 au 16 avril 2014, le bureau a tenu évidemment sa première session plénière au titre de l'année 2014 en vue d'examiner et d'adopter les rapports des 3 comités d'investigation. À la fin de cette session, le rapport général d'avril 2014, objet de ce point de presse, a été produit. Substantiellement, les conclusions contenues dans ce rapport sont les suivantes. Sur ces 21 plaintes, 10 plaintes sont classées sans suite. 6 du fait qu'elles sont pendantes devant les juridictions. 2 parce que leurs auteurs sont soit introuvables ou soit se rétracte. 2 plaintes, dont l'une est sans objet et l'autre du fait que la justice a normalement fonctionné contrairement aux allégations du plaignant. 3 plaintes ont fait l'objet de saisine du procureur. Et à l'issue de ces investigations, le bureau a constaté qu'il y a 3 plaintes qui présentent des indices de nature à saisir le procureur de la République. Et nous allons saisir le procureur de la République de ces 3 plaintes. 3 plaintes nécessitent un complément d'investigation. 2 plaintes dont leurs auteurs sont renvoyés au parquet pour l'exécution de la décision. Une plainte qui a fait l'objet de saisine du procureur général près la cour d'appel de Zender. Il y a une plainte où nous avons estimé que nous devrons saisir le procureur général près la cour d'appel de Zender aux fins des droits. Une plainte dont l'auteur est orienté vers le juge civil
pour engager la responsabilité de l'avocat et de l'huissier. Une plainte dont l'auteur est informé pour saisir le procureur de la République pour tout acte susceptible de recevoir une qualification pénale. Sur un tout autre plan, début ce matin des assises de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois d'avril 2014. Ces points sont inscrits à l'ordre du jour de cette 12e session ordinaire du Conseil depuis son installation officielle en avril 2013. Suivant un extrait du discours prononcé à cette occasion par le président du CSC, Abdrahmane Ousmane. L'ordre du jour de la présente session comporte 6 points, à savoir l'examen et l'adoption du procès-verbal de la session ordinaire du mois de mars 2014, les informations sur le Conseil supérieur de la communication, l'examen et l'adoption du projet de délibération fixant les modalités de création, d'installation et d'exploitation des services de radiodiffusion sonore privés et associatifs, l'examen et l'adoption du projet de délibération déterminant les conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse et les modalités de son attribution, l'examen des rapports du Conseil de presse et les questions diverses. L'adoption des 2 projets de délibération que je viens de citer va permettre au CSC de poursuivre la mise en place du cadre réglementaire nécessaire à l'accomplissement de sa mission de régulation. C'est pourquoi je vous invite à les examiner avec beaucoup de minutie, en tirant d'une part les leçons des expériences passées et d'autre part en capitalisant les bonnes pratiques à la fois en matière d'attribution du fonds d'aide à la presse que des autorisations d'exploitation des fréquences des radios. En effet, notre pays dispose d'un paysage audiovisuel assez élargi, avec plus de 200 radios privées et communautaires. Par conséquent, doit-on continuer à octroyer des autorisations à des promoteurs qui proposent de faire la même chose dans une localité où il existe déjà plusieurs radios? De mon point de vue, il faut plutôt songer à corriger les déséquilibres qui existent entre les régions à travers le système d'appel à candidature et d'autre part privilégier l'émergence des radios thématiques pour que le pluralisme rime nécessairement avec la diversité. Il en est de même du fonds d'aide à la presse, dont il convient d'évaluer réellement l'impact sur les médias bénéficiaires. Sans remettre en cause le principe de l'aide directe, il y a lieu, de mon point de vue, de nourrir une réflexion pour affiner les objectifs du fonds d'aide à la presse et mettre en place un mécanisme opérationnel de suivi de son utilisation. Mesdames et messieurs les conseillers, notre session s'ouvre à un moment où la saison politique est aussi chaude que la saison climatique, ce qui naturellement donne lieu à des empoignades verbales, des déclarations, des conférences de presse, des débats, dont le contenu ne laisse pas indifférent le Conseil supérieur de la communication, dès lors qu'ils sont diffusés ou publiés sur les médias. À ce titre, j'invite tous les acteurs politiques à plus de retenue et de pondération dans leur communication médiatisée. J'invite également les journalistes à plus de rigueur, de responsabilité et de professionnalisme dans leur travail de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. Sur ce chapitre, la Charte des journalistes professionnels du Niger, dès son préambule, dispose, je cite, « La responsabilité du journaliste vis-à-vis du public prime devant toute autre responsabilité. » En outre, la même charte stipule, je cite, que le journaliste doit défendre sa crédibilité et celle de sa profession. À cet égard, il doit éviter toute liaison avec un groupe susceptible de mettre en cause cette crédibilité. En tout état de cause, le Conseil supérieur de la communication, conformément à ses attributions, va veiller en toute indépendance, dans la transparence et l'équité, au respect strict des règles éthiques et déontologiques, surtout dans le contexte actuel de notre pays. Sur ce, en souhaitant donc plein succès, je déclare ouvert
les travaux de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois d'avril 2014. En titre, le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et d'apprentissage a initié ce matin à l'hôtel Univers un atelier dit d'information et de sensibilisation des partenaires du projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC. Objectif, discuter et échanger sur les modalités pratiques pour la mise en œuvre du PRODEC. Mariama Soumana. Discuter et échanger des modalités pratiques pour une bonne mise en œuvre du projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC, tel est l'objectif visé par le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et d'apprentissage FOFCA à travers cet atelier d'information et de sensibilisation des partenaires du PRODEC. Un projet structuré en 3 composantes et qui vise à améliorer l'efficacité de la formation technique et professionnelle formelle, du développement des programmes de courte durée, du renforcement des compétences et d'apprentissage dans les secteurs prioritaires. La première sous-composante a pour objectif de mettre en place au profit des jeunes déscolarisés et non scolarisés au chômage un dispositif de formation comprenant des apprentissages sur le tas dans les unités de production des secteurs formels et informels, complétés par des formations théoriques. Un effectif de 3000 apprentis est visé sur la durée du projet. Le deuxième volet de cette composante concerne l'apprentissage agricole, dont l'objectif est de mettre en place un mécanisme de formation en apprentissage dans les métiers d'agro-silvopastoralisme en zone rurale afin de contribuer à la sécurité alimentaire. Ce type d'apprentissage concerne les filières telles que l'embouche, la dépouille, l'aviculture, la pisciculture, les techniques de transformation des produits agricoles et de l'élevage. La deuxième sous-composante vise à promouvoir le développement des compétences à court terme en mettant au point des programmes de formation sur demande. Elle profitera à environ 1500 jeunes chômeurs, tous niveaux de qualification confondus, dont au moins 75% seront employés par les entreprises qui demandent la formation. Procédant à l'ouverture des travaux, le directeur de cabinet du ministère des Enseignements professionnels et techniques a rappelé toute l'importance que revêt la mise en œuvre du PRODEC, qui est un excellent outil pour le développement. Notre objectif à travers ce projet est la création d'emplois dans les secteurs prioritaires, notamment les travaux de génie civil pilotés essentiellement par le secteur privé et les opérateurs liés aux grandes infrastructures dont l'exécution dépend à l'heure actuelle de l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère. La création de stimulants afin d'amener le secteur privé à mettre en valeur des créneaux économiques pour lesquels le Niger dispose d'avantages comparatifs. L'investissement dans l'éducation et la formation afin d'assurer la disponibilité de compétences techniques qui constituent l'un des piliers de la stratégie du gouvernement en matière de développement et de diversification de l'économie. Au sortir de cet atelier qui durera une journée, des propositions concrètes sont attendues de la part des participants en vue d'une mise en œuvre efficiente des différentes composantes du PRODEC. Autre aspect de ce journal, les élèves officiers de la 2e année de l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes et FOFAN ont effectué ce matin une visite à la grande chancellerie des ordres nationaux. La dite visite s'inscrit dans le volet culture générale de l'EFOFAN, n'est-ce pas, Seydi Maïkiro Djibril? C'est pour compléter les cours théoriques avec la réalité que l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes et FOFAN a initié cette visite des locaux de la grande chancellerie des ordres nationaux, l'instance chargée de la décoration des citoyens pour services honorifiques rendus à la nation. C'est au total 42 officiers de différentes nationalités de la 2e année appelée promotion du général Ali Cheibou qui ont effectué cette visite. Une promotion parrainée cette année par le grand chancelier des ordres nationaux. À travers cette visite, le FOFAN veut rehausser le niveau des élèves officiers en culture générale.
Aujourd'hui, donc, nous sommes à la Grande Chancellerie pour leur permettre en fait de connaître au mieux l'organisation et la mission surtout de cette institution de l'État. Au cours de la visite, les élèves officiers ont été édifiés sur la nature des services honorifiques, les différentes décorations et leurs prérogatives, ainsi que sur le rôle et le fonctionnement de l'institution. Là, je ne saurais avoir les arguments ou les expressions pour qualifier effectivement l'enrichissement de la visite d'aujourd'hui. Cette visite a été inédite pour nous. Je tiens à vous dire que non seulement c'est une grande première, c'est vrai que l'école organise des visites et des institutions de la République dans le cadre de renforcement des capacités des élèves officiers que nous sommes. Le point sur lequel j'ai beaucoup apprécié cette visite, c'est surtout la présentation de cette institution, sa organisation, comment ça fonctionne et comment on attribue les médailles. Dans cette institution, j'ai vu qu'une seule femme, ou bien c'est une institution des hommes. Le grand chancelier des ordres nationaux a vivement apprécié la visite. Ça, c'est une très bonne initiative en ce sens que dans le cadre, n'est-ce pas, d'inculquer des valeurs aux élèves officiers, le commandement de l'école a envoyé, n'est-ce pas, ses élèves pour venir visiter la Grande Chancellerie, qui est l'une des institutions de l'État, chargée, n'est-ce pas, de récompenser les citoyens qui ont rendu d'éminents services à la nation nigérienne. Gageons que cette visite crée chez les futurs officiers le sentiment de rendre à leur nation des services honorifiques pour qu'ils puissent être décorés à leur tour. Au Front social, les élèves du lycée Issa Korombe de Niamey étaient ce matin dans la rue où ces derniers ont, vous allez le voir, littéralement brûlé et saccagé plusieurs véhicules dont certains appartenant à des particuliers. Il s'agit d'un mouvement d'humeur conduit par le comité exécutif du dit établissement en vue d'amener les autorités académiques à prendre en charge leurs préoccupations. C'est en scandant des slogans à l'honneur de leur structure dirigeante que les scolaires du lycée Issa Korombe se sont tôt ce matin déployés dans le principal rue aux alentours du dit établissement. Un mouvement d'humeur qui, selon ses initiateurs, s'explique dans la non-satisfaction de certains des points inscrits dans leur plateforme revendicative. Ce sont des problèmes personnels au sein de notre établissement, dont manque d'écrans. Il y a les latrines qui ne sont pas bien arrangées. Et comme vous le savez, nous sommes en période, nous sommes près des examens du bac. Donc les terminalistes devront être en bon état de pouvoir étudier. Il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas, les ventilations ne sont pas bien. Donc nous ne pouvons pas comprendre dans cet état-là comment est-ce que nous pouvons étudier. Nous ne sommes pas sortis. Nous avons informé les camarades de la situation dans laquelle nous sommes. Et nous avons libéré les camarades dans le but qu'ils partent à la maison en sachant que nous avons des problèmes au sein de notre établissement. Et eux, nous n'avons pas prévu de marcher, ni de casser, ni de brûler. Mais voilà les forces de désordre nous attaquer, nous agresser. Donc on ne peut pas rester face à cela. Une sortie musclée émaillée de plusieurs dégâts causés par les élèves. Des scolaires qui, après avoir littéralement mis à feu un véhicule administratif, s'en étaient directement pris aux locaux du Haut Commissariat à l'initiative 3N. Moi j'étais dans mon bureau, j'ai entendu les mouvements, je suis sorti pour voir ce qui s'est passé. Quand je suis arrivé, j'ai vu que les élèves étaient en mouvement. Donc on était à la porte, on attendait, on observait ce qui se passait. Entre-temps, on a vu qu'il y en a un autre groupe qui est venu du rond-point avec un véhicule de l'administration qu'ils ont pris. Ils sont arrivés à côté de leur porte, ils ont brûlé le véhicule. Et pendant ce temps, ils criaient « 3N, après ce sera vous, on vient à vous ». Et c'était les élèves, on les voyait bien, parce qu'on était devant la porte, on était en face. Parce qu'on était en train de filmer le véhicule qu'ils ont brûlé et ils nous disaient « 3N, ça sera vous prochainement, ça sera vous prochainement ». Ils ont commencé d'abord à balancer des pierres. Et ça, ils n'étaient pas satisfaits. Ils sont venus, ils ont essayé de forcer la porte. Comme la porte est un peu blindée, ils n'ont pas pu. Ils sont montés sur les murs. Ils ont commencé à balancer des pierres sur les voitures. Et finalement, un parmi eux a sauté
et est venu leur ouvrir la porte. Il leur a ouvert la porte. Quand ils sont rentrés, quelqu'un a dit IT. Ils ont commencé à casser les voitures IT. Et après, ils se sont retournés vers les autres véhicules. Nous, on était sur la terrasse, on observait. Et ils s'en sont pris à nous. Ils ont commencé à balancer des pierres. On s'est retiré. Mais ce qu'ils ont fait pire, c'est que quand vous cassez les véhicules, moi, mon véhicule, ils ont pris tous les papiers du véhicule. Il y avait ma carte d'identité, mon permis de conduire, mon badge. Ils ont arraché la radio du véhicule. J'avais une tablette dans la voiture aussi qu'ils ont emportée. Le comité exécutif du lycée Issa Korombe prévient que d'autres actions suivront si toutefois des solutions urgentes ne seraient pas trouvées à leurs revendications posées. De son côté, l'Union des étudiants nigériens à l'université de Maradi Enoum a animé un point de presse ce matin dans les locaux de la dite institution. Point de presse relatif à la situation socio-académique des étudiants à Maradi. Retrouvons la correspondance RTD Maradi de Alzouma Seni Soumaïla. La situation socio-académique de l'étudiant à l'université de Maradi est au centre de ce point de presse animé ce mardi 22 avril 2014 par l'Union des étudiants nigériens à l'université de Maradi. Un point de presse tenu dans les locaux de la dite université qui a fait cas des différents problèmes qui minent l'université de Maradi. Nous allons cesser de vivre dans un certain nombre de problèmes qui guettent encore et toujours la vie socio-académique de l'étudiant à l'université de Maradi. Nous ne pouvons plus continuer dans les activités académiques alors qu'une frange de l'université est en grève depuis plus de 3 semaines contre un système d'évaluation qui les persécute. Nous ne pouvons plus comprendre que l'année académique se résume en un seul semestre, presque dans tous les parcours, faute des enseignants-chercheurs et des infrastructures. Aussi, face aux problèmes d'eau qui frappent de façon infernale la communauté estudiantine, depuis la création de l'université, aucune parole ne peut nous réconforter. Malgré certaines solutions intermédiaires, à cet effet, nous exigeons sans aucune condition l'accélération de l'équipement du forage déjà réalisé sur l'université. Nous fustigeons le retard qu'a toujours pris la NAP dans le paiement des bourses et de l'aide sociale et nous revendiquons la décentralisation de cette agence. Le problème des logements, celui de la capacité réduite du parc automobile, exprime encore notre cri. En tout état de cause, l'Union des étudiants nigériens à l'université de Maradi reste ferme et soudée pour aller jusqu'au bout de la défense de ses droits. Et nous déplorons enfin l'attitude des autorités qui instrumentalisent les mouvements des scolaires en leur collant d'étiquettes politiques et manipulatrices, ignorant leurs responsabilités. Ces revendications relatives au bon fonctionnement de l'université de Maradi doivent avoir une oreille attentive de la part des autorités pour que l'université remplisse sa mission régalienne. Et puis le débat au sein de l'hémicycle bat son plein avec souvent des véritables passes d'armes entre députés de l'opposition et de la majorité, le tout autour de la révision des textes et surtout de l'initiative de démettre de son perchoir le président de l'Assemblée nationale, Hamamadou. Le commentaire est signé Omar Menga. Ça y est. Les dés sont jetés, le débat continue entre opposition et majorité à l'Assemblée nationale sur la révision des textes régissant le fonctionnement et la structuration de la représentation nationale. Ne le ressort pas, ça suffit, puisque l'esprit général ne sait pas, ça ne suffit pas parce que ce PV... Alors, on rejette le procès. Il y a des réalités qu'on ne peut plus
cachés dans ce pays-là. Les demi-tons et les demi-langailles. Il faut que toutes les institutions respectent le principe de la démocratie, respectent l'équité, respectent la justice. Mais les demi-teintes et autres, là, il faut que ça s'arrête. Débat houleux et contradictoire, une seule information à retenir. Les députés de la majorité sont décidés à démettre le président Hama-Amadou de son perchoir qui ne partage plus leurs convictions. L'auteur a été cité nommément, sauf un seul endroit où on a parlé de l'appartenance des membres de la Cour constitutionnelle ou du Conseil d'État à un parti politique, en l'occurrence le PNDS. Là, l'auteur n'a pas été cité. Je l'ai dit. On a parlé de l'opposition. Non. Notre président du groupe parlementaire est venu nous dire qu'une entente préalable a été faite et que tous les bureaux sont reconduits comme l'année dernière. Loyalement, nous avons voté aux yeux de tous les Nigériens comme un seul pour tout ce que votre groupe a présenté. Il a été demandé à un petit groupe restreint d'élaborer un projet de règlement intérieur pour le fonctionnement de ce groupe. J'ai été donc la cheville ouvrière, j'ai proposé, et je crois qu'avec un autre collègue qui peut-être est dans la salle, nous l'avons présenté régulièrement. Et les collègues, comme cela se doit, ont fait les observations nécessaires. Mais où se trouve aujourd'hui ce projet de règlement intérieur? Parce que ce projet de règlement intérieur règle normalement et régulièrement tous les problèmes. Pour l'instant, les positions différentes se dégagent. Les jours à venir, nous dirons la suite. Je vous propose à présent de suivre l'ambiance des débats du renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Ça se passe toujours au sein de l'hémicycle. S'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît, on va continuer. C'est donc là un document à no comment. Suite de ce journal, la salle des réunions du Grand Hôtel de Niamey a servi de cadre ce matin à l'ouverture des assises du premier séminaire de Maïpou au Niger, organisé par Sahel Service IT. Ce séminaire qui a pour thème la 3G, la fibre optique et les solutions des entreprises a notamment été présidé par le ministre des Postes et des Télécommunications, Alimatou Abdou. La 3G, la fibre optique et les solutions des entreprises. C'est le thème de ce premier séminaire de Maïpou au Niger organisé par Sahel IT Service, une société qui fournit des services dans le domaine des télécommunications et intervenant dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication au Niger, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Le directeur de Maïpou en Afrique affirme que le choix du Niger pour abriter ce premier séminaire est plein de sens. Le choix du Niger n'est pas par hasard, c'est par les potentialités d'avenir que présente ce pays et surtout la réelle volonté du gouvernement à travers son département ministériel des postes et des télécommunications d'apporter une réelle amélioration dans la fourniture d'accès à l'Internet par haut débit à travers la fibre optique et la 3G. Prononçant son discours d'ouverture des travaux de ces séminaires, le ministre des Postes et des Télécommunications a souligné l'importance de la 3G et de la fibre optique qui sont, précise-t-il, une des priorités des autorités de la 7e République. La création récente des ministères en charge des postes, des télécommunications et de l'économie numérique et l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste témoignent de la volonté des plus hautes autorités à mettre en place un cadre institutionnel adapté à relever les défis du moment
et de contribuer efficacement au développement économique et social de notre pays, le Niger. Dans la vision et dans le souci d'anticiper sur les besoins croissants des usages de l'Internet au Niger, le développement de contenus audiovisuels et l'émergence de nouveaux services individuels et collectifs qui vont conduire au cours des prochaines années à une demande croissante d'accès au très haut débit via la fibre optique pour les particuliers, les services publics et les entreprises, des grands projets de pose de fibre optique sont en cours de réalisation au Niger. Conscient de cette nécessité absolue pour le Niger, le gouvernement a décidé de mettre sur le marché nigérien 2 licences 3G et booster ainsi le taux de connectivité Internet dans notre pays. Il est à noter qu'auparavant, le directeur général de la Sonitel avait tenu à témoigner sa confiance aux équipements utilisés par son partenaire privilégié, à savoir Maipou. Des résultats et des recommandations sont attendus au sortir de cette journée d'échange. Dernier aspect de ce journal, les nouvelles techniques de comptabilité de l'espace UEMOA au centre d'un atelier organisé hier par le Trésor public. Un atelier initié dans le but de mieux outiller les cadres départementaux du Trésor pour une production comptable de qualité. Isidore Banaba. Renforcer les capacités des directeurs départementaux du Trésor en les outillant de nouvelles techniques comptables de l'espace UEMOA. Telle est la mission assignée à cet atelier, des assises qui devraient permettre de donner une réponse appropriée à la contre-performance constatée lors de la décentralisation. Au demeurant, la tenue de l'atelier sur les techniques comptables des trésoriers départementaux trouve son fondement pour plusieurs raisons, notamment la contre-performance observée lors de la centralisation des écritures des trésoriers départementaux, les exigences d'adaptation à terme aux nouvelles normes comptables communautaires, la nécessaire remise à niveau de tous les trésoriers départementaux pour tenir compte de l'entrée en fonction des nouveaux arrivants, le respect du cahier des charges inscrit au plan d'action de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Cette rencontre va donc contribuer à surmonter ces difficultés, ce qui permettra la production d'une comptabilité propre et sincère. Cette formation, effectivement, que nous avons planifiée dans le cadre de notre programme de renforcement, le programme de renforcement des capacités que la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a élaboré. Et ce programme-là vise à faire acquérir à nos comptables du terrain toutes les techniques comptables permettant de maîtriser la comptabilité publique telle que cela découle des directives de l'UEMOA et du règlement général de la comptabilité publique conformément au plan comptable qui a été adopté. C'est dire qu'au sortir de cet atelier, les directeurs départementaux devraient maîtriser les règles en matière de comptabilité, surtout les nouvelles techniques comptables de l'espace UEMOA. Voilà, c'est sur ce compte rendu signé le rédacteur en chef adjoint du groupe de presse Dunia qui se referme cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et passé d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Dunia. Au revoir.